Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, la révolte des éleveurs de bovins. Face à l'effondrement de la production locale, ils ont mené une opération escargot ce matin. La région promet d'intervenir, mais pour l'heure, c'est l'attente et l'exaspération qui dominent. Cap Excellence lance le dispositif Cité Lab. Celui-ci permettra de détecter les porteurs d'idées et de les aider à passer au stade de projet. 3 conventions ont été signées dans ce sens ce matin pour les 18-25 ans. Les explications d'Isabelle Hamou dans ce journal. Et l'emploi des jeunes, il en sera également question avec la mission Jeunes en intérim initiée par la mission locale. Elle a signé avec l'ensemble des agences d'emploi des accords pour favoriser l'emploi des jeunes par l'activité intérimaire. Karen Diamin nous en dira plus. Et c'était le grand jour pour le Gang des Antillais. Le film du réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barnier, sorti dans 59 salles de l'Hexagone. À l'épreuve des premières critiques des spectateurs, vous entendrez les réactions du public parisien dans ce journal. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Eux sont dans l'exaspération. Après avoir manifesté leur ras-le-bol il y a des mois, ils reviennent à la charge pour rappeler les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Épidémie de Galles, recrudescence de tiques et décimation de leur cheptel par des chiens errants. Bref, les éleveurs de bovins n'en peuvent plus. Ils ont mené ce matin une opération escargot depuis Petit Canal jusqu'à Bemao, où ces derniers avaient rendez-vous avec les principaux services de l'État. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Nathalie Dinan. Le syndicat des éleveurs de la région Guadeloupe s'est rendu à la Chambre d'agriculture pour manifester son mécontentement et crier sa colère. Submergé de problèmes liés aux nuisibles, l'élevage est menacé d'extinction. Après une opération Molokoï de Petit Canal à Bemao à la Chambre, ils se sont entretenus avec les représentants de la région, du département, de la DAF et de la FDSEA. Après plusieurs heures de discussion, aucune réponse concrète n'a été apportée. Pour l'instant, nous sommes pas satisfaits. Nous attendons des réponses. La DAF nous a envoyé un courrier officiel, puis fait table ronde là. Là, nous parler et parole en bouche pas ni vent, et pas ni valet. Alors là, présent, nous avons fait courrier là, l'État, pour nous commencer à travailler réellement. Et de là aussi, nous voyons M. Jean-Marie Bert, c'est pour mettre nous en contact avec Chalus, pour nous avancer sur l'élevage. Parce que l'élevage diminue de 70%. Et pour nous, pas faire dire, pour pas faire, c'est le premier mouvement nous fait pour nous faire l'élevage augmenter. Alors nous demandons un plan de relance. Là, nous avons ça avec l'État et la région là présent. La région s'est engagée à recevoir les différents acteurs du secteur afin de trouver une solution pérenne. Nous avons échangé. C'est vrai que les problématiques qui se posent doivent impérativement avoir une organisation. La filière élevage est organisée autour de l'Iguavi et dans le même temps il y a Cap Viande et il y a le syndicat des bouchers plus la FDSEA. Il est nécessaire d'avoir une approche globale et non pas que chacun de son côté fasse sa propre cuisine, autrement le repas ne sera pas véritablement bon. C'est en ce sens que nous leur avons demandé de s'organiser. Alors oui, il y aura sans doute une table ronde où nous discuterons avec l'ensemble des partenaires. Le syndicat dit rester attentif à l'avancée des dossiers et se dit prêt à relancer l'opération si rien ne bouge.
Autre colère, celle des sapeurs-pompiers de la Martinique. Les agents du SDIS ont bloqué la rue Jacques Cazotte à Fort-de-France aujourd'hui. Ils réclament plus de moyens humains ainsi que le remplacement du matériel. Selon eux, le financement indispensable à la remise en état de leur service s'élèverait à près de 120 000 €. Les précisions de nos confrères d'ATV Martinique. Maman, nous avons souffert votre cellule là. C'est mon autres mettez à la tête là, c'est eux qui l'a maintenant. Et il pas qu'à faire rien, bazot. Le torchon brûle de nouveau entre les sapeurs-pompiers professionnels et la direction du SDIS. Les soldats du feu dénoncent depuis plusieurs mois un manque de moyens afin de remplir leur mission. Une partie du matériel est obsolète et rend le quotidien difficile. On a reçu un accident par exemple, on n'a pas de quoi mettre un collet cervical ou des choses comme ça et c'est ça qui nous cause problème. Je veux pour preuve, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une infirmière libérale qui est arrivée sur une intervention, ils ont pris en charge un patient, les pompiers sont arrivés. Et au moment de mettre le patient dans le véhicule ne démarre pas. Vous vous rendez compte comment on pourra faire? Sur 45 véhicules qu'il y a dans le parcours martiniquais, plus de la moitié est en panne. À l'aide des ambulances hors d'usage, ils bloquent l'état-major du service départemental d'incendie et de secours. Certains véhicules sont âgés de plus de 15 ans. Aujourd'hui, nous avons des interventions beaucoup plus longues parce que des véhicules qui sortent de Fort-de-France vont intervenir à Sainte-Anne, à Fort-de-France qui est la capitale. Hein, vous imaginez une seule ambulance pour près de 130 000 habitants jour. Donc on se demande où est-ce qu'on va. Et puis aussi, je voudrais quand même alerter les élus. Aujourd'hui, on nous parle de tourisme, le tourisme en Martinique. Mais lorsque les touristes ils viennent ici, c'est quoi leur sécurité? Mais les pompiers ne signalent pas seulement les problèmes liés au matériel. Le syndicat CGTM réclame tout simplement un changement de direction à la tête du SDIS. Il faut dire la vérité aux Martiniquais. Les personnes qui sont en haut ne s'entendent pas. Le président ne s'entend pas avec le directeur. Donc voilà la réalité. La réalité, c'est ça. Et quand ils ne s'entendent pas, comme il y a une histoire de politique encore, eh bien, les choses n'avancent pas. Une prise de position qui n'est pas une solution selon le directeur adjoint. Samuel Perrault envisage d'autres pistes afin de sortir du conflit. Bon, il semble qu'il y a une perte de confiance. Nous sommes visés, hein, nous, directeur adjoint, peut-être même l'équipe de direction. Ce passif lié à la vétusté des engins ne pourra pas se rattraper d'un coup de baguette magique. Il y a 4 véhicules de secours qui arrivent probablement au mois de mars-avril, ça va permettre de souffler un petit peu. La prise en charge des citoyens a été assurée aujourd'hui. Les pompiers seront de nouveau mobilisés demain. Le dossier reste brûlant. Si les CDI se font rares sur le marché du travail aujourd'hui, il existe un autre moyen pour faire ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, celui de l'intérim. La mission locale a signé ce matin avec l'ensemble des agences d'emploi des conventions qui favoriseront ce type d'embauche pour les jeunes. Reportage Karen Diama. Rester en contact régulier avec le monde du travail quand on est jeune peut s'avérer parfois compliqué. Pour y remédier, la mission locale accompagnée des boîtes d'intérim a mis en place une passerelle vers l'emploi. Les agences d'emploi vont se présenter qu'est-ce que le travail temporaire, quelles sont les exigences de l'employeur, quelles sont les exigences de l'entreprise utilisatrice, parce qu'effectivement l'employeur ce sera l'agence d'emploi, mais il y a aussi des exigences des entreprises utilisatrices qui seront présentées aux jeunes pour qu'ils intègrent effectivement les attentes et les exigences de ce secteur d'activité pour leur permettre par la suite d'effectuer des simulations d'entretien qui seront planifiées à raison d'une fois par mois. Exemple avec Derrick, qui recherche un emploi dans le domaine de la mécanique. Oui, quasiment. Et qu'est-ce que vous savez faire en maçonnerie? Je sais faire des poches. Vous savez les fermer, d'accord. Le coffrage, c'est le coffrage en bois ou en métal? À l'issue de cette simulation d'entretien, les jeunes pourront se faire démarquer. Les agences d'emploi pourront identifier effectivement des jeunes qui pourront être prêts de suite et être délégués de suite. Certains, il sera nécessaire de mettre en place une action de formation. Et donc c'est là où effectivement le FAFTT intervient et accompagne l'agence d'emploi à former, donc à financer les formations pour les jeunes avant une mise à l'emploi. Sélectionnés par le programme Garantie Jeunes de la mission locale, les jeunes devront faire preuve de motivation pour accéder aux simulations d'entretien. C'est une très bonne initiative de leur part, comme ça fait qu'au lieu de se déplacer différents endroits, ils sont tous réunis au même lieu et ils sont plus en contact avec les patrons que nous. Avec cette mutualisation des moyens, la mission locale confirme son engagement dans la lutte contre l'oisiveté des jeunes.
on ne fera rien sans les jeunes. Et donc, par conséquent, il est important de trouver toutes les passerelles nécessaires pour faire en sorte que les jeunes puissent trouver leur voie. Et les acteurs socio-économiques sont très importants. Il faut qu'ils comprennent, ces acteurs socio-économiques, que nous avons besoin d'eux, nous sommes en complémentarité, nous avons besoin de cette mutualisation aussi pour essayer de construire ensemble des passerelles pour l'emploi. Nous avons 14 000 jeunes en difficulté, c'est énorme. Il faut absolument que tous les acteurs s'y mettent, tout le monde est important. Pendant un an, les jeunes retenus effectueront entre 1 à 12 entretiens pour tenter de décrocher un contrat. Autre rendez-vous important pour la jeunesse qui a eu lieu aujourd'hui, cette fois en Guyane, la 6e édition du Forum étudiant des métiers. Ayodele Germa a rencontré 2 étudiantes en recherche d'expérience professionnelle qui ont fait part de leurs inquiétudes face au monde du travail. Regardez. Face au directeur des ressources humaines, Danieli. Elle reprend des études en licence, marketing, communication et vente. Pour elle, les entreprises présentes à ce forum recherchent davantage des candidats expérimentés. Les différentes entreprises que j'ai pu rencontrer cherchent déjà des postes ciblés, c'est-à-dire des postes de commerciaux, etc. Je pense que quelqu'un qui fait des études de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne les intéresse pas tout de suite. Même exercice pour Monica. En première année d'assistance de gestion PME-PMI, elle souhaite obtenir un contrat d'apprentissage, mais en vain. Et depuis le mois d'août, je suis à la recherche et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Et malheureusement, il y a des entreprises qui ne prennent pas la peine de m'envoyer un mail ou un message ou m'appeler pour me dire « Oui, j'ai bien reçu votre candidature, mais on ne peut pas vous prendre. » Toutes deux, on arrive au même constat. Le marché, il est réellement fermé. Voilà la réalité d'aujourd'hui. De ne pas baisser les bras, de continuer à chercher. C'est tout. Tenir bon, chercher sans relâche. Chaque année, plus de 600 jeunes diplômés quittent les bancs des amphithéâtres de l'Université de Guyane. Leur vie professionnelle devant eux. Lors de ce forum, les directeurs des ressources humaines briefent les étudiants sur les codes et les conduites à tenir lors d'un entretien d'embauche. Je suis là pour évaluer une personnalité. Tout ce qui est compétence, ce sera évalué par les différents managers. Donc on est là pour apprendre à se connaître, savoir si on peut travailler ensemble. C'est surtout ça. Donc il y a des codes à respecter. Amabilité, ponctualité et présentation. Le groupement Boilan Holding compte 800 collaborateurs en Guyane. Depuis 6 ans, il organise avec l'université ces rencontres entre étudiants et professionnels. Le but, préparer les uns au monde du travail et permettre aux autres de connaître la pépinière des futures compétences. Nous pouvons, auprès des universitaires, exprimer nos besoins. Quels sont les métiers en tension? On peut citer par exemple l'informatique. Quels sont les métiers effectivement sur lesquels demain nous allons recruter? Et nous voyons l'Université de Guyane de plus en plus aller vers des licences professionnelles, ce qui est pour nous un très bon signe et une ouverture vers l'entreprise. Cette ouverture au monde du travail passe également par le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université. Depuis cette année, les licences professionnelles doivent obligatoirement passer par un stage en entreprise. Et en matière d'emploi, il faut favoriser les quartiers. C'est l'ambition du projet Cité Lab. Il s'agit d'un dispositif de la Caisse des dépôts et consignations qui a pour mission de donner aux jeunes l'envie d'entreprendre et de les aider à concrétiser leurs projets. Le concept a été repris par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Elle a signé ce matin sa mise en place sur son territoire. Il concernera les jeunes de 18 à 25 ans. Les détails avec Isabelle Hameau. Derrière cette cité se cachent un ou plusieurs porteurs d'idées qui pourraient se faire repérer par un chef de projet grâce au dispositif Cité Lab, qui permettrait aux jeunes issus de quartiers prioritaires de stimuler leur envie d'entreprendre. Le but, c'est d'aider les jeunes qui sont inactifs, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de métier et qui sont motivés, qu'on motivera, en tout cas qu'on tentera de motiver chaque fois que ça sera possible pour qu'ils s'en sortent et pour donner, si vous voulez, pour amender ce quartier et l'aider à avoir un autre visage. Après un repérage dans les quartiers sensibles de l'agglomération pointoise, le chef de projet guidera les potentiels porteurs d'idées dans leur démarche. Ce chef de projet est amené à servir en quelque sorte de tuteur. Donc ces jeunes-là, on ira les découvrir, les accompagner, les rassurer, leur expliquer, leur donner tous les outils grâce à différents partenaires à la création et au développement d'entreprises, au financement et à terme, si vous voulez, créer leur propre embauche. Et évidemment, si ça marche bien,
créer d'autres emplois. Ce projet de rénovation de quartier par le développement économique est une première pour Cap Excellence. Le dispositif Cité Lab s'est concrétisé aujourd'hui par la signature de 3 conventions partenariats et cadres. Le repérage dans les quartiers débutera dès janvier 2017. Et pour la première fois depuis 20 ans, la France participe à un classement international en matière de mathématiques et de sciences. Les résultats de l'étude ont été rendus publics hier et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont décevants. Les Français ont les pires notes de l'Union européenne en mathématiques, loin derrière l'Asie. Que vous évoque ce palmarès? Karen Diamin vous a posé la question. On vous écoute. Moi je pense que oui, parce que j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps où on montrait que le système finlandais était bien avancé par rapport au système français. Et moi, en voyant cette étude-là, je me suis dit que ce n'est pas forcément lié à ce qu'on enseigne aux élèves, mais c'est le mode de vie. En Finlande, je ne connais pas trop, mais quand même en Finlande, les gens ne vivent pas de la même façon qu'en France. Il n'y a pas le même système politique, le mode de vie. Très tôt, les enfants, ils sont déjà bilingues. Or, en France, on rame toujours pour pouvoir faire apprendre aux enfants très tôt une langue étrangère. C'est ce mode de vie-là que je pense qui est à modifier. En France, ça va être très dur. Et puis on apprend des choses qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va nous servir. J'avais vu récemment un truc, je ne sais plus quel pays nordique voulait mettre en relation les mathématiques avec la géographie, enfin, par rapport à l'histoire, histoire de montrer un peu à quoi ça sert tout ce qu'on apprend. Parce que c'est un peu ça le défaut du système français, c'est qu'on apprend un tas de choses, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Je suis affirmative, ça, maintenant on ne leur apprend plus rien à l'école. Hein. D'ailleurs, il y a eu un reportage hier qui nous disait, mais même le français, ils ne savent plus écrire, il y en a beaucoup qui sortent sans savoir lire. Hein. Donc ça, c'est affreux, affreux. Bien entendu, comme nous avons constaté, comme tout le monde a constaté, le système-là a reculons. Nous avons tout le gouvernement qui a passé, qui a changé le système-là. Hein. Le système il a changé, mais pas amélioré, et tout le monde n'a pas progressé. Les Américains sont un peu plus avancés en ce qui concerne l'éducation. Et c'est vrai qu'on est pas plus en retard, mais on a un niveau différent et on a un rythme différent aussi. Donc le rythme à eux est plus accentué. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les réactions des Parisiens sur le film Le Gang des Antillais, sorti en France hexagonale aujourd'hui. Et puis elle sera dans quelques minutes sur notre plateau. Carole Venutolo nous parlera de son concert prévu vendredi soir au Palais des Sports du Gosier. Mais avant, parlons d'une problématique qui inquiète les élus de la Guyane, le suicide des jeunes Amérindiens. Une délégation de représentants des peuples autochtones de Guyane a été reçue au Sénat à Paris ce matin pour un colloque sur ce sujet. L'éclairage de Stéphane Alexandresco d'ATV Paris. Au Sénat aujourd'hui a eu lieu un colloque sur le suicide des jeunes Amérindiens réunissant des représentants des peuples autochtones, des médecins, des enseignants et des représentants du Conseil territorial de Guyane. Madame Georges Paul Angevin et la ministre des Outre-mer Erika Baretz assistaient également à la réunion. Un colloque à l'initiative de Madame la sénatrice Aline Archimbault et de la députée Marianne Chapdelaine qui, il y a un an, remettait au Premier ministre un rapport énumérant les causes de ces suicides et faisait 37 propositions pour y remédier. Un an après, où en est-on ? Le préfet de Guyane me disait il y a quelques jours qu'il y avait des fonds pour reconstruire l'internat de Marie Passoula, puisque l'internat que nous avons vu, ma collègue et moi, est dans un état lamentable, indigne. On ne peut pas continuer à loger des collégiens dans un tel internat. D'autres sujets urgents, comme par exemple le repas de midi, enfin la collation, puisqu'on était quand même dans cette situation incroyable où des enfants collégiens n'avaient pas de repas de midi. Georges Paul Angevin a annoncé qu'elle allait s'en occuper. Je crois que ça avance très lentement. Certaines propositions ne demandent pas beaucoup d'argent. Elles demandent de la volonté. Oui ou non, veut-on restituer à ces populations leur dignité. Restaurer la dignité est le point essentiel pour les peuples autochtones qui ont l'impression, dans ce monde moderne calqué sur le modèle occidental de surconsommation, d'être des citoyens de seconde zone. Vous savez, en Guyane, des fois on est mal vu, quand on est un Amérindien, on est très vite stigmatisé en tant qu'alcoolique, fainéant, au chômage, qui fait rien de ses journées, qui se baigne dans le fleuve tranquillement alors que d'autres vont travailler et tout. Mais voilà, tout ce que nous sommes est dévalorisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut parler français, il faut réussir à l'école, il faut avoir de l'argent. Voilà le modèle de réussite qu'on nous donne. Et c'est complètement en contradiction avec
avec ce que nous étions avant. Enfin, du coup, quand on applique le modèle occidental directement sur un modèle de peuple qui fonctionne différemment, ça fait de nous des pauvres. Il faut que tout le monde pousse. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que les populations amérindiennes et leurs représentants poussent, avancent, que les élus locaux également avancent, jouent leur rôle, et que les parlementaires restent vigilants, et je peux vous assurer que je serai, et que le gouvernement agisse. Autre public fragilisé, les personnes âgées. Pour leur assurer confort, sécurité et un peu de réconfort, il existe des logements dits intergénérationnels. Les personnes âgées partagent ainsi leur appartement avec des étudiants. Illustration en Martinique. C'est un grand jour pour Bernadette. Derrière cette porte, son tout nouvel appartement. Un petit tour du propriétaire pour vérifier que tout est fonctionnel. Je vous dis tout de suite que s'il y a une malfaçon, il y a quelque chose qui gêne, de toute façon vous avez une garantie d'1 an. Aujourd'hui, Bernadette récupère les clés de son logement, un F2 de 60 mètres carrés qu'elle louera environ 400 € par mois. Au premier coup d'œil, il lui plaît déjà. Il est bien, il me plaît. Bon, je pense que je pourrais vivre en harmonie là-dedans. Dans cette résidence, 33 des 36 logements sont réservés aux seniors. La nouveauté, les 3 appartements restants sont destinés à des étudiants en colocation. Une cohabitation inédite pour les bailleurs sociaux. Donc vous avez ici une cuisine de 10 mètres carrés où nous avons laissé des espaces pour un aménagement de placards qui seront partagés. Ici, un séjour de plus de 20 mètres carrés qui sera la pièce commune donc avec la loggia du logement et puis répartis dans chacun des espaces les chambres et les salles de bain, les salles d'eau individuelles. Les 9 jeunes devraient intégrer la résidence à la rentrée prochaine. L'objectif, favoriser la rencontre entre générations et apprendre à vivre ensemble. Nous avons pensé que ça peut être bénéfique pour nos jeunes qui sont en insertion, parfois scolarisés ou encore étudiants, et qui souhaitent en tout cas avoir un logement, mais aussi ne pas se trouver isolés. Donc l'objectif, c'est de vraiment rassembler et permettre à ces jeunes d'échanger avec des personnes qui sont moins jeunes et qui ont aussi des expériences à leur apporter. Une résidence sur 3 niveaux avec une cour intérieure, un espace commun où les résidents pourront se rencontrer. C'était dans l'idée du partage avec cette cour intérieure. Avec l'architecte M. Edmond, on a travaillé à ça, essayer d'avoir une intimité entre locataires, de manière à pouvoir partager dans cet endroit. Vous avez vu, c'est très calme. Et en plus, dans cette cour intérieure, vous voyez, on va essayer d'installer des bancs et que les gens puissent profiter ensemble de cet espace commun. En attendant l'arrivée des étudiants, tout le monde s'imprègne des lieux. Certains ont déjà hâte. Je pense que je leur demanderai de m'apprendre un peu l'Internet, l'ordinateur. Parce que j'ai un ordinateur, je vais faire quelque chose dessus, mais je ne sais pas tout faire. C'est bien comme ça, les jeunes, on va les élever convenablement, à savoir l'amour. Le premier des choses, c'est l'amour et la façon de vivre avec tout le monde. Et quand on n'a pas vu un locataire, que ces jeunes regardent, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. L'entraide et le partage, c'est tout l'intérêt de la location intergénérationnelle, une pratique de plus en plus courante en France, mais encore peu pratiquée en Martinique. Pour l'instant, chacun son appartement, mais la prochaine étape envisagée, proposer des logements communs. Elle est l'une des plus belles voix de la Guadeloupe, étoile incontestée du monde lyrique. Carole Venutolo invite son public à passer une nuit poétique et musicale au Palais des Sports du Gosier ce vendredi 2 décembre. Carole Venutolo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir ce soir. Alors chaque année, vous offrez un cadeau au public guadeloupéen. Là, vous êtes légèrement en avance. Une soirée où vous chanterez vos plus beaux airs et votre répertoire. Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, le concert de vendredi prochain au Palais des Sports du Gosier s'articule autour de 2 parties. La première partie très lyrique, qui s'appelle Nuit lyrique, et la deuxième partie où j'aurai donc l'occasion de présenter en avant-première mon album. Et cette première partie très lyrique, donc avec comme invité d'honneur Fabrice Di Falco, le sopraniste martiniquais, sera l'occasion pour moi de présenter en solo et en duo avec Fabrice les airs mythiques d'opéra, dont les plus beaux duos d'opéra. Carole Venutolo, vous l'avez dit, vous serez avec ce Martiniquais Fabrice Di Falco, également le pianiste Michel Lesdel que l'on connaît très bien. Oui. On a l'impression que c'est une petite famille finalement, ce monde du lyrique.
Eh bien oui, parce que Jean-Michel Lesdel et moi, nous travaillons ensemble depuis très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Et c'est vrai que j'aime faire appel à son génie musical, le mot n'est pas trop fort, parce que voilà quelqu'un qui excelle dans des registres très différents. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi bien en première partie avec Nuit lyrique que sur mon album, puisque c'est lui qui en est le compositeur. Après 20 ans de carrière, vous sortez votre premier album solo à ciel ouvert. Comment a-t-il été accueilli ici, cet album? Écoutez, j'ai vraiment eu l'impression que le public guadeloupéen attendait cet album. D'abord parce qu'il révèle une chose, c'est que l'on peut très bien être passionné de chant lyrique, être chanteur lyrique et sortir de son registre. C'est l'expérience que j'ai faite à travers cet album, puisque ce n'est pas un album de chant lyrique. Il faut le préciser. Voilà, c'est une voix lyrique, certes, mais qui revisite et traverse des rythmes de chez nous, de la Caraïbe et de la musique contemporaine de manière plus générale. Et la particularité de cet album, c'est que je suis auteur des textes, donc je sors un petit peu de mon rôle d'interprète, voilà, d'interprète, puisque j'ai toujours interprété de grands airs d'opéra. Et là, j'ai une plus grande intimité avec le public parce qu'il m'a été donné la possibilité, à travers ces textes que j'ai écrits, de partager des sujets d'actualité avec eux et quelque part de dialoguer avec eux en direct sur des sujets comme la famille, la solidarité, les migrants, en fait des sujets d'actualité de nos sociétés. Voilà. Et d'ailleurs, cet album répond aussi à un projet solidaire. Absolument, j'ai voulu en faire absolument un projet artistique et solidaire. Il vient un petit peu à la continuité de mes 20 ans de scène que j'avais fêté l'année dernière au Memorial Act. Là, il y a une partie de la recette de chaque album vendu sera reversée à l'association J'existe, liée en âge pour autistes, qui encadre et aide les autistes en Guadeloupe et leurs familles. Carole Venutolo, tout le monde vous connaît depuis un certain nombre d'années en Guadeloupe, cette chanteuse lyrique, cette voix merveilleuse. Vous auriez pu rêver d'une carrière comme Barbara Hendricks. Pourquoi avoir choisi de rester ici? Au fond, c'est parce que je suis venue au chant lyrique de manière parfaitement hasardeuse. C'est devenu une passion très vite. J'ai commencé le chant lyrique à l'âge de 10 ans, ça fait quelques années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne chantais pas pour en faire une carrière. La preuve en est, c'est que j'ai fait des études parallèlement à mes études de chant. Et donc, je voulais avoir un travail, je voulais avoir un métier. À l'époque, chanteur lyrique, c'était un peu partir à l'aventure. Aujourd'hui, tout est bien encadré. Il y a des filières où les jeunes, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui sont des chanteurs lyriques professionnels actuellement. Moi, j'ai choisi autre chose, j'ai choisi une autre voie et je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'aborder le chant lyrique de manière parfaitement libre. La preuve en est, c'est que j'ai pu ressortir de mon registre habituel d'opéra et passer à un registre parfaitement inhabituel, en toute liberté, qu'est cet album à ciel ouvert. Carole Venutolo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On reste un peu dans pas la musique, mais en tout cas la culture. 2 semaines après sa sortie, le film Le Gang des Antillais est enfin dans les salles en France hexagonale. Aura-t-il le succès espéré par son réalisateur qui est guadeloupéen? Éric Dupuis et Solène Boissé sont allés en tout cas à la rencontre des premiers spectateurs à la sortie d'une projection parisienne. On regarde. Cette semaine, l'outre-mer est à l'honneur dans les salles de cinéma français. Le blockbuster annoncé de Disney Vaiana fait la part belle à la Polynésie, tandis que Le Gang des Antillais est à l'affiche. Dans ce complexe du 19e arrondissement parisien, cette Guadeloupéenne, fan de ciné, a opté pourtant pour le premier plutôt que le deuxième. Non, non, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir de la violence dans ma tête pour l'instant. Voilà. Pourtant, le film de Jean-Claude Barny est attendu par la communauté. Cette autre Guadeloupéenne l'attendait avec impatience. Comme il y a des acteurs que je connais comme Jocelyne Béroir là-dedans, alors bon, j'ai dit bon, je vais voir. Et pour une fois que les Antillais font quelque chose, alors j'ai dit parce que depuis après Antilles-sur-Seine, on n'a pas eu grand-chose. Et là, je trouve que c'est génial. Alors, j'ai pas encore vu le film, mais j'espère que c'est bien. Vous vous attendez à quoi? Ben, je sais pas, avoir de l'action ou ce qui se passe chez nous, enfin. On verra bien. Mais c'est surtout en Hexagone que se trame cette histoire basée sur des faits réels. À la sortie du film, les originaires des Antilles sont mitigés. Il y a un mal-être au fait. Ils ne se trouvent pas leur place dans la société. Et ils ont l'impression que tous les Français les en veulent. Et au final, c'est pas vraiment ça, quoi. Si, c'est proche. Parce que là, bon, et encore dans le temps, c'était encore plus dur quand même. Hein. Il y en a bon, maintenant qui travaillent dans l'administration, tout ça, mais dans quelles conditions?
dans quelles conditions. Pour certains, cela reste du cinéma, qu'il est néanmoins important de porter aux yeux de tous les Français. C'est important aussi qu'ils aient une vision plus large de la compréhension aussi historique et pourquoi il y a autant d'Antillais aussi qui participent à l'économie française et qui restent en France. Le film est sorti dans 59 salles d'Hexagone et dans 7 des 25 enseignes parisiennes. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Nous parlons tout d'abord des carburants. Et oui, les prix vont changer ce soir dès minuit. Le super samplon va diminuer de 5 centimes, le gazole de 4 centimes et également une diminution pour la bouteille de gaz qui passe à 19,27 €. Attendez-vous à des coupures d'eau demain si vous habitez à Gosier. Des coupures sont prévues dans plusieurs quartiers, notamment à Grande-Ravine, la Riviera, Louisel, Dampierre. Un retour à la normale est prévu le jeudi en début de matinée. Et enfin, il y aura également une coupure d'électricité prévue à Capesterre-Belle-Eau de 8h30 à 13h, notamment à la zone de Grandbourg et aussi aux Abîmes de 9h à 11h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos emails, informations, indiscrétions à rédaction1tv@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.